Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être là pour cette ouverture de notre été philosophique consacré aujourd'hui au sujet "Le corps politique est mort, vive le corps politique". La notion de corps désigne un être soi matériel et même vivant qui soutient l'unité de la diversité de ses organes et de leurs fonctions, travaillant à la survie du tout, comme de chacun de ses membres. Cette notion de corps ne peut-elle pas alors signifier, métaphoriquement, le vivre ensemble politique des citoyens et des hommes d'une même société, structurée par le rapport de commandement à obéissance, notamment dans nos démocraties contemporaines, théoriquement fondées sur la souveraineté des peuples. Cependant, une telle métaphore ne constituerait-elle pas, au mieux, une simple illusion, et au pire, un habile mensonge, ayant pour fonction idéologique de représenter spectaculairement l'unité, là où règne en fait la diversité, l'entente, là où règne la discorde, le rapport gouvernant-gouverné, là où règne le rapport dominant-dominé. Bref, fonction idéologique de représenter l'émancipation, là où sévit en fait l'aliénation, notamment en notre époque où le grand corps malade d'une gouvernance mondiale tire sa subsistance des corps des peuples qu'il vampirise tel un léviathan insatiable. Faudrait-il alors démembrer le corps politique ou bien plutôt le remembrer pour refonder le bien vivre ensemble et personnel des citoyens et des hommes qui le composent? Commençons donc par la fondation du corps politique. Le corps politique n'est-il pas le principe substantiel du bien vivre ensemble et même personnel, selon sa fondation républicaine, chez Rousseau par excellence? La finitude de la condition ontologique, naturelle des hommes, leur vulnérabilité et leur pluralité, leur fait progressivement faire l'expérience du mal physique, le mal heure et moral, la faute ou le crime. La peur de subir une mort violente, mais aussi le désir d'acquérir et conserver plus de richesses et donc d'honneur que les autres, mènent nécessairement les hommes à la constitution d'un corps politique comme association, intégration des forces ou des corps de tous. Passage de chaque un à tous à un nous, donc l'union, tous ensemble, faisant la force publique qui garantit la sécurité, la propriété et la liberté de tous et de chacun, à l'intérieur bien entendu, comme à l'extérieur, dans le contexte historique de la pluralité des corps politiques. Dans ce faire corps commun, le tout l'emporte sur les parties, dont il est plus que la somme, selon notre métaphore organiciste, puisque le corps politique constitue, dit Rousseau, dans Du contrat social, une personne publique, un corps moral et collectif, et même une âme ou encore un sujet agent, le peuple souverain d'une république. Un corps, donc, qui sent, pense, parle et agit, qui dit le droit et fait la loi pour tous et chacun, par la voix,
est la voie X de la volonté générale. Mais pour assumer à la fois la légitimité et l'efficacité de ce corps politique, encore faut-il qu'il résulte d'un contrat social, d'un accord et même d'une décision de tous qui médiatise ou sublime la liberté et l'égalité naturelle des hommes par la liberté et l'égalité civile des citoyens, et que la souveraineté du peuple qui en émane soit inaliénable, indivisible et infaillible dans ses organes et fonctions principaux, législatifs, exécutifs et judiciaires. Une telle institution exige un imaginaire fondateur et destinateur, un récit des origines et un projet de société, incarné dans des symboles de l'unité et de l'unicité du corps politique, drapeau, hymne, fête collective, roman national, ou encore un récit de fondation en amont et de destination en aval de la cité ou république, qui donne ainsi sens à l'existence de chacun de ses membres. Cela implique alors la vigilance de tous et de chacun à l'égard de tous les dangers qui menacent l'unité, l'intégrité, la souveraineté du corps politique. À l'intérieur, il y faut l'exercice sans honte ni faiblesse de la force publique à l'encontre de ses propres membres. Par exemple, lorsqu'un citoyen refuse de payer ses impôts, de monter au front ou commet un crime qui mérite châtiment, jusqu'à la peine de mort éventuellement, que justifie Rousseau, comme à l'extérieur, où il légitime la guerre de légitime défense contre un autre corps politique qui l'agresse, et cela pour substituer la force du plus droit au pseudo-droit du plus fort, et en vue du souverain bien politique. Je cite Rousseau, si l'on recherche en quoi consiste précisément le plus grand bien de tous, qui doit être la fin de tout système de législation, on trouvera qu'il se réduit à ces deux objets principaux, la liberté et l'égalité. Fin de citation. N'est-ce pas d'ailleurs ce que nous apprend la philosophie antique et classique, et même moderne, qui pense et pratique le et la politique selon cette métaphore organiciste, de Platon et Aristote à Machiavel et Hobbes, jusqu'à Rousseau et Kant, qui lui donnent ses lettres de noblesse républicaines et démocratiques. Oui, mais cette métaphore du corps politique ne constituerait-elle pas une fiction ayant pour fonction idéologique donc de représenter spectaculairement ou symboliquement l'unité, là où règne en fait la diversité, l'entente, là où règne la discorde, et donc le droit, là où règne la violence. Bref, la fonction de représenter l'émancipation là où sévit en fait l'aliénation. Et cela jusque dans nos démocraties contemporaines, autoproclamées pourtant comme étant les plus libérales. Venons-en donc, en un deuxième moment, à la défondation du corps politique. Le corps politique ne serait-il pas, au fond, une puissance fonctionnelle de mal vivre ensemble, un hard power, power fort, illusoire,
voire mensonger et aliénant, dont il faudrait se méfier et qu'il faudrait même combattre, selon la critique libérale libertaire actuelle du corps politique républicain. En effet, ne peut-on pas intenter un procès technique en inefficacité au corps politique ainsi constitué, pour cause de multiplication contemporaine d'agents, voire de nouveaux sujets producteurs de procédures de décision et d'exécution, et donc de normes diverses et variées, procédures anonymes, virtuelles et même immatérielles, dit-on maintenant, qui parasitent et même empêchent l'exercice de la souveraineté des États-nations, surtout à notre époque de mondialisation et de macro-régionalisation, comme pour l'Europe, où la gouvernance des choses se substitue au gouvernement des hommes. Les soft powers, ou pouvoirs dits doux, des multi-postes nationales économiques, grands groupes financiers, plateformes ONG, regroupements d'États quasi-continentaux, mais aussi réseaux sociaux en tout genre, etc., qui s'opposent de plus en plus souvent, mais aussi avec succès, aux hard powers, pouvoirs dits forts des corps politiques institués que sont les États-nations. Mais aussi et surtout, il faut intenter au corps politique un procès éthique en illégitimité, reprenant la critique antique et classique de la bêtise et de la méchanceté du peuple, jusque chez Rousseau lui-même. Le corps politique ainsi substantialisé en notre premier moment pouvant mener à la tyrannie de la majorité, voire maintenant la tyrannie de la ou des minorités, race ou classe, mais aussi sexe, genre, génération ou des valeurs différentes comme dans le communautarisme actuel, et donc mener progressivement de la servitude la plus volontaire, puisque consentie et même contractée, à un gouvernement autoritaire, voire à la domination totalitaire, comme cela s'est vu au XXe siècle, et en une référence idéologique au peuple un, fantasmatiquement incorporé à l'État-parti tutélaire, spectaculairement figuré par l'égocrate ou l'autocrate, selon Claude Lefort, auteur français, et dont la vox populi, la voix du peuple, prétend constituer la vox Dei, la voix de Dieu, tout en accomplissant et masquant à la fois des horreurs alors commises au nom du peuple. La fondation imaginaire du corps politique comme étant indivisible et surtout infaillible augmente alors le mal qu'il était pourtant censé limiter et même supprimer en portant atteinte aux droits individuels de l'homme en référence à la suprématie des devoirs collectifs du citoyen, jusqu'aux pires violences dans la gestion des corps des individus, comme Michel Foucault l'a bien mis en évidence. Ne faut-il pas alors travailler partout et toujours, incessamment et activement, à la résistance, à l'emprise ou l'empire des corps politiques, et même à la liquidation du corps politique un et unique, jusque dans ses symboles imaginaires? Ne faut-il pas bouder, voire siffler l'hymne, déchirer, voire brûler le drapeau, et surtout déboulonner les statues du récit national,
jusqu'à s'exiler soi-même de la patrie prison quand on pense y avoir quelque intérêt privé? Ne faut-il pas substituer au fondationnisme obsolète de notre premier moment la créativité d'expériences multiples et disséminées, de démocratie directe, participative, visant à sa propre généralisation et globalisation, selon un altermondialisme émancipateur des citoyens comme des peuples, en vue d'une liberté, d'une égalité et surtout d'une fraternité sans frontières, sans corps politique intermédiaire, parasites, malveillants et malfaisants, quand ils ne sont pas tout simplement inopérants, mais obsolètes en tous les cas. Cela ne nécessite-t-il pas, et même ne légitime-t-il pas, un changement qui soit un progrès de l'imaginaire socio-politique qui doit désormais œuvrer à la dissolution, à la liquidation de la métaphore biologique de l'unité, organicité, stabilité, au profit maintenant d'une métaphore de la multiplicité, liquidité, instabilité, comme le diagnostique et critique Zygmunt Bauman, auteur anglo-polonais, d'une gouvernance en réseau ou en collectif de collectifs, en interaction et donc réaction permanente, en direct et en symbiose, comme y appelle lui Miguel Benassayag, auteur franco-argentin, selon une métaphore océanique, écologique, symbiotique, donc, qui aujourd'hui alimente et justifie la critique de tous les pouvoirs ou corps institués comme empêchant la réalisation des droits de l'homme individuel ou sociétal, comme l'État-nation par exemple, et jusqu'à la famille, en passant par l'école, l'armée, les partis et autres syndicats. Et cela pour substituer donc l'homme sympathique, aquatique ou relationnel fusionnel à l'homme rationnel, opérationnel de notre premier moment, et opposer maintenant la chaleur du cœur des hommes à la froideur du plus froid des monstres froids, comme Nietzsche qualifie l'état moderne. La tragique expérience politique et éthique du XXe siècle, hantée par l'organicité du corps politique, n'a-t-elle pas converti d'ailleurs la philosophie contemporaine elle-même à la préférence de la diversité sur l'unité, de l'autre sur le même, de la multiplicité sur la totalité, et finalement à la préférence de tout mouvement sur une quelconque stabilité, jusqu'à la méfiance à l'égard du principe de la souveraineté des peuples, voire à son rejet en matière de science et d'action politique. Sans doute, mais ne s'agit-il pas là d'une autre figure de l'illusion politique, encore plus obscurcissante et aliénante que celle du corps politique, qui offre au moins l'avantage de signifier, désigner un maître dominus repérable, identifiable, et donc opposable, lui, le corps politique, aux petits despotes locaux et grands dictateurs mondiaux. En un troisième et dernier temps, ne faut-il pas œuvrer donc à une refondation du corps politique? N'est-il pas urgent, en effet, de refonder de façon critique et autocritique un corps politique, certes conscient de ses limites, mais aussi fier, proud, de ses capacités comme de ses symboles, en vue du mieux vivre ensemble et personnel, et donc
urgent de retrouver nos corps et nos esprits, et même nos âmes collectives et personnelles, par une refondation républicaine de la démocratie. N'est-il pas temps, en effet, d'instruire le procès technique, mais aussi éthique, de la métaphore liquéfiante liquidatrice, qui justifie pseudo-démocratiquement aujourd'hui la déconstruction-destruction des corps comme des âmes des peuples et des citoyens, et même des hommes. L'industrie culturelle du divertissement de masse n'use-t-elle pas abondamment de cette métaphore préférée de la société du spectacle, désintégrant, atomisant le peuple comme corps politique, en le rendant invisible comme tel, notamment, et en délocalisant psychiquement, pas moins que physiquement, les citoyens et les hommes, alors mis sous la coupe d'une techno-oligarchie tentaculaire visant à la domination globale, ou encore d'un léviathan mondial, ce grand corps malade, Janus bifront, dont le doux visage libéral, libertaire, individuel, local, tente de masquer l'inquiétant visage impérial, autoritaire, systémique, global, en un retour à l'état de nature dans lequel la libre concurrence non faussée rejette tout obstacle à une marchandisation généralisée qui relèverait d'un quelconque corps solide, matériel ou intellectuel, comme un corps de doctrine par exemple, et qui appellerait et surtout obligerait à la symbolisation ou sublimation par tous et chacun de ses propres désirs et intérêts particuliers au profit du bien commun, au moins quand il le faut. Mais alors, comment sauver le corps politique de l'alternative entre, d'une part, sa rigidité organique, conduisant au tout politique, sous la figure d'un despotisme démocratique, dit Tocqueville, qui fait le lit de l'autoritarisme, puis éventuellement du totalitarisme, et, d'autre part, sauver le corps politique d'une liquidité aquatique qui mène le corps politique à sa liquidation totale, ce néant politique reconduisant le peuple et les citoyens à la guerre de tous contre tous. N'y faut-il pas alors une solide refondation républicaine de la démocratie contemporaine qui proposerait une nouvelle synthèse du modèle participatif républicain et du modèle représentatif libéral, non pas en séparant, comme on dit toujours, les trois pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire, puisque cela fait courir le risque de l'éclatement du corps politique en trois organes et fonctions concurrents et qui aboutit le plus souvent à l'usurpation du législatif par l'exécutif et même par le judiciaire, maintenant, comme Rousseau l'a bien vu. Donc, non pas en séparant, mais en distinguant et articulant ces trois pouvoirs pour redonner la primauté au législatif, qui est la tête pensante du corps politique, l'exécutif et le judiciaire n'en étant que les membres exécutants, mais pour redonner aussi la primauté au politique sur le médiatique et sur toutes les autres instances de la dite société civile, notamment économique et religieuse, qui tire aujourd'hui la dite
société civile à U et à Dia, au prétexte d'une irréductible diversité culturelle et d'un bougisme sans boussole. Mais alors, quel rôle la construction de l'Europe peut-elle et doit-elle jouer dans un tel contexte historique? Déconstruire, destituer toujours plus les corps politiques de ses propres États-nations, au nom d'un nécessaire combat à mener contre leur crispation identitaire souverainiste, et en vue d'un fédéralisme macro-régional conduisant destinalement à un mondialisme terminal, liquidant tous les corps politiques particuliers comme autant d'obstacles obsolètes à la marche triomphante d'une humanité ou d'une multitude enfin débarrassée de tout empêchement comme de toute frontière, ou bien, plutôt, intégrer les corps politiques européens selon une confédération des États-nations, plus propice qu'une fédération à l'accomplissement au mieux de chacun des peuples d'Europe et de leurs citoyens et hommes, comme Rousseau et surtout Kant l'ont envisagé. Cela ne nécessite-t-il pas une réinstitution des corps politiques comme sujet, agent de l'histoire, à l'encontre de l'actuelle idéologie de la fin de l'histoire, triomphalement proclamée par le néo-pseudo-libéralisme, ou plutôt par l'ultra et vrai capitalisme, dominant et paradoxalement redoublé par ses répliques communautaristes, puisque la prétention d'un anonyme technodroit procédural, comme celui de la Commission de Bruxelles, à administrer un processus historique sans sujet, alors qu'hommes et âmes noyés par les flots grossissants de la communication, si chère à Habermas, augmente par contre-coup la fermeture sur elle-même d'identités culturelles constituant alors autant de sujets sans histoire, refusant de changer en quoi que ce soit leurs corps et âmes substantialisés par leur tradition, ce qui, dans les deux cas qui n'en font plus qu'un, fait progressivement perdre à l'humanité toute exigence et donc toute recherche d'une justification raisonnable de soi-même comme d'autrui et du monde, et non pas une justification seulement rationnelle comme en notre premier moment et ou sentimentale comme en notre deuxième moment. Mais une telle refondation des institutions objectives, nationales, européennes et internationales, suppose et même nécessite une refondation des intentions subjectives des citoyens, qui les fassent échapper à leur tour à l'alternative ruineuse entre le petit soldat citoyen républicain, éventuellement psychorigide, et l'individu zombie, libéral, libertaire, politiquement lobotomisé, puisque la formation de la volonté générale requiert la participation active de tous les citoyens à la discussion publique, dans des assemblées diverses et multiples, certes, mais hiérarchisées, du local au régional, national et européen maintenant, et, bien entendu, jusqu'à l'international, comme pour l'ONU, toutes assemblées dont la stabilité, la législature et les compétences, les lumières, sont nécessaires à la maturation intellectuelle et morale de décisions éclairées et responsables, ainsi que d'exécutions à la fois efficaces et légitimes. Cela nécessite donc une instruction publique et même l'institution scolaire
qui forment chacun et donc tous à l'exercice d'une telle délibération, et l'institut comme homo symbolicus raisonnable, intégrant et dépassant en lui-même l'homo economicus rationnel et l'homo socius sentimental, afin de fonder des institutions justes sur des intentions bonnes, car libres d'être éclairées par la raison, selon le double projet de la sagesse personnelle et de la justice collective, fondée par les Grecs et fécondée par les Lumières, mais bien mis à mal par l'époque contemporaine. Dans ce double projet, le soin du corps et le soin de l'âme sont réunis par la vertu, indissolublement morale et politique. Vertu qui, selon l'essentiel de la philosophie politique et éthique, de Platon à Éric Weil, en passant par Montesquieu et Rousseau, constitue le vrai fondement du bien vivre ensemble et personnel, alors que le mot même de vertu n'est plus jamais prononcé par les pourtant dits libéraux-démocrates et ou sociaux-démocrates d'aujourd'hui, qui en laissent ainsi le mésusage arrogant et inquiétant aux communautariens en tout genre. Seule une telle refondation républicaine de la démocratie est susceptible de contenir, voire de renverser le trend, le courant ou le tsunami dévastateur actuel, en le réouvrant comme champ de l'action politique et morale, et donc de l'histoire, à des citoyens et des peuples qui en soient les véritables sujets ou auteurs, et non plus simplement les objets ou les spectateurs, aux simples corps usés et aux âmes désespérées, sinon déjà noyées. Si donc le corps politique se meurt ou même est déjà mort, alors vive le corps politique. Je vous remercie de votre patiente attention et à la prochaine fois, si vous le voulez bien.